Il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas le droit à notre générique de star, nous aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, on a voulu que cette journée soit inspirante Interactive. et interactive. Absolument. Donc, on va entrer dans le vif du sujet ce matin avec, on va vraiment parler business. Et donc, on vous a dit hein, tout à l'heure, à tout moment, on peut poser des questions. Et donc, on va faire un petit test. Et on va le faire tous ensemble. Donc, vous avez le droit de sortir vos téléphones portables. Et on va regarder, c'est une application qui s'appelle Slido. Donc, en fait, c'est même pas une application, à vrai dire. Vous allez dans votre barre de recherche Internet, vous allez taper slido.com et je vous conseille de le faire tous ensemble parce que c'est un peu comme à l'école. Là, on vous coach. Alors, on a une première question que l'on va voir ensemble. Vous allez dans Slido, vous tapez #LabPostal et vous allez accéder à notre plateforme. Et nous, avec Thierry, en fait... Tout le monde, hein. tu regardes qui ne le fait pas, c'est bien. En fait, nous, on a un iPad et on va vraiment lire toutes vos questions. Donc, par exemple, là, si on le fait ensemble, on a une première question qui sont 2 jours au Lab Postal, une bonne raison pour ne pas aller bosser. Là, Philippe n'est pas très d'accord. M'inspirer et ouvrir mes chakras à la créativité ou encore repérer de nouvelles targets. Donc, vous cliquez... au sens prospect. Hein. Enfin, ça peut marcher si tu as une voisine ou un voisin un peu mignon. Mais bon. Coup double. Non, Donc voilà, vous cliquez et nous on voit vos questions et après on vient sur scène et on donne justement vos questions aux intervenants. Voilà. Et on va commencer tout de suite parce qu'il est temps d'accueillir. On voit déjà les résultats, c'est génial. Hop, voilà. Donc du coup, 80% ne veulent pas aller bosser aujourd'hui. On va accueillir tout de suite Philippe Zilberzan pour voir justement toutes vos questions après son intervention. 75. On attend. Philippe. Ah, vous voulez encore continuer, très bien. On arrête à 100. Ok, c'est cool. 79%, ouvrir les chakras, la créativité. Ok, vous êtes des très bons élèves. Tout de suite, Philippe Zilberzan. Entrée de star. Bonjour. Philippe Zilberzan. Venez avec nous. Bon alors, juste une petite précision. Hein, le COMEX n'est pas parti parce que c'était genre à la fin de la journée. Voilà, c'est juste qu'il y a plein de trucs à visiter dans la postale. D'ailleurs, ce sera votre tour tout à l'heure. Et donc, les premiers rangs vont se re-remplir. Ouais, exactement. Philippe, ça va être à toi. Tu vas nous parler d'incertitude, je crois. Oui. Philippe, tu étais caché dans le... Ils m'ont forcé à le faire, moi j'étais contre. C'est très bien. On invite un prof pour débuter la session, il ne va pas être super fun, donc on va essayer de lui faire un truc. Voilà. À la James Bond, quand même. À la James Bond, voilà. Mais par contre, t'es prof dans une école super fun. On va pas te faire la vanne sur tes confrères. Non, okay. non, surtout pas. Non. Ça donc, va être cash. Philippe, on va te laisser de la place, t'inquiète pas à la parole. Tu viens de publier un bouquin qui s'appelle Bienvenue en incertitude. Oui. Tu étais déjà là l'an dernier. Oui. Avec Béatrice qui est au 4e rang. Et aujourd'hui, tu vas nous parler donc de créativité et peut-être nous dire comment on peut libérer cette créativité. Tu as 45 minutes, d'ailleurs ça va être indiqué ici, et ensuite pendant un petit quart d'heure, pendant une dizaine de minutes, on va pouvoir échanger et là on pourra expérimenter Slido. Philippe, je crois que c'est à toi. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bonjour à tous et à toutes, donc je suis très heureux d'être là. Effectivement, inviter un professeur de grande école pour parler de créativité, je sais que ça peut paraître un peu surprenant, donc je vais essayer quand même de vous parler de cette notion de créativité, et en fait, sur la base de ce que je fais depuis plusieurs années. Donc moi, je suis ancien entrepreneur, j'étais entrepreneur pendant très longtemps, et depuis quelques années, je travaille avec des entreprises qui, en gros, essayent d'être plus innovantes, et plus encore de se transformer. Donc on vient d'entendre avec le discours de Philippe Val la difficulté pour une entreprise de se transformer, d'être plus créative. Avant toute chose, je vais peut-être commencer par une question. Combien d'entre vous, alors moi je n'utilise pas Slido, je suis un peu vieux jeu, je vous l'ai dit, hein. Qui parmi vous s'estime créatif?
Pas mal, pas mal. Bon, pour les autres, bon, va falloir être patient, hein, on va ramer un peu, mais restez quand même. Donc ça fait quand même les 2/3. Alors on est peut-être sur un échantillon pas hyper représentatif ici, hein, puisque on peut penser que les gens qui viennent ici sont quand même intéressés par cette question-là. J'ai une deuxième question, alors vous verrez le rapport peut-être un peu plus tard. Qui d'entre vous se brosse les dents régulièrement? Il y en a qui ne lèvent pas la main, ils ne sont pas encore réveillés, hein, je pars du principe que... Voilà. Très important, le brossage de dents, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc on va parler de brosse à dents, on va parler de sauce piquante, on va parler de pilote dans l'avion, de patchwork, on va parler plein de choses comme ça, et j'en oublie encore certainement. Oui, on va parler de M&M's, vous savez, les petits bonbons avec des noisettes à l'intérieur. Il y en a qui aiment? Vous aimez bien les M&M's? Oui, hein. Alors pas trop, hein, mais... alors la créativité, voilà un sujet quand même extraordinaire. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne parle pas d'innovation, de créativité. Tout le monde veut être plus créatif. Évidemment, dans un environnement, encore une fois, on vient de le voir dans le cas de la Poste, mais c'est le cas de toutes les entreprises. Environnement en rupture, c'était le thème l'année dernière, bienvenue en disruption. Il faut être créatif, il faut se renouveler, la capacité à se renouveler, aussi bien ses produits que ses façons de faire, est devenue aujourd'hui un avantage concurrentiel, ou en tout cas à minima une condition de survie. Et donc la créativité, évidemment, est au cœur de ces efforts. Et donc ça explique pourquoi les entreprises déploient des efforts extrêmement importants dans ce domaine. Alors je ne sais pas si vous avez participé à des stages de créativité, on envoie des cadres dans des stations de ski, 2 jours à Courchevel avec des post-it. Vous l'avez fait ça, non? Oui. Hein, dans les entreprises, pendant 363 jours, elles tuent toute la créativité, puis après, vous avez droit à 2 jours de vacances avec des post-it. Alors, on mange bien en général, il faut en profiter parce que c'est l'entreprise qui paye. Et pendant 2 jours, on vous ordonne d'être créatif. Puis après, alors vous passez un super week-end, puis après, vous revenez lundi matin, et là, il faut reprendre une activité normale où vous avez vos fiches de temps, etc. Est-ce que vous savez combien de temps passe un cadre, normalement, à contrôler son équipe ou à rendre des comptes à son manager, en pourcentage de son activité? 30, ça c'est les optimistes. Oui, c'est plus de 50. Hein. Alors, il y en a où ça monte même beaucoup plus, hein, c'est supérieur à 100 pour certains. C'est-à-dire que dans un environnement dans lequel on n'arrête pas de nous dire nos collaborateurs sont notre actif le plus important, on veut des collaborateurs créatifs, eh ben, on grille 50 à 60% du temps de ces gens-là à faire un truc totalement inutile qui n'existe que parce que, par ailleurs, on ne leur fait pas confiance. C'est quand même un peu un problème. Donc, les mêmes entreprises qui nous disent « j'aimerais vraiment que mes employés soient plus créatifs », commencer par cesser de leur faire griller 60% de leur temps sur des tâches totalement inutiles. Alors, la créativité, effectivement, c'est le Graal. Donc, des séminaires de créativité, et ça ne change pas grand-chose. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que les ruptures qu'il y a dans l'environnement, elles remettent en question bien plus que simplement nos produits et nos services. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est une remise en question des modes même de management. Et d'ailleurs, historiquement, le management ou les techniques de management ont toujours émergé en réponse à un défi de l'environnement. La grande entreprise, elle est née, en gros, à la fin du 19e siècle, quand la technologie a permis la fabrication de masse, notamment. Et donc, les besoins qui ont entraîné la fabrication de masse et la grande entreprise de communication ont entraîné la naissance, en gros, du management. Alors, c'était des choses que les militaires faisaient depuis des millénaires, mais le management l'a découvert et réinventé en quelque sorte. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit bien dans les entreprises, c'est que la créativité, elle ne doit pas juste s'appliquer à des nouveaux produits, des nouveaux services, c'est évidemment très important, mais elle doit également s'appliquer à la façon même dont on gère les entreprises. Et on le voit bien aujourd'hui avec des recherches assez importantes sur l'avenir du management. Alors, on va parler d'entreprises libérées, de holacratie, des choses comme ça. Il y a une tentative aujourd'hui vraiment très forte de remettre en question ce qui a fait la base du management historiquement. Alors, bon, là n'est pas le sujet de voir si ça fonctionne. En tout cas, on voit qu'on a du mal parce que même les entreprises dites libérées, il y en a quelques-uns, on a quelques exemples, c'est un peu toujours les mêmes exemples, et on a l'impression qu'on tourne un petit peu en rond. Et je crois qu'on tourne en rond parce qu'on n'a pas résolu la question fondamentale qui est que, en fait, c'est quoi le management dans les 10, 20, 30 prochaines années?
on ne peut pas repenser le management en fait si on n'a pas compris ce qu'était l'époque actuelle, qui fait essentiellement que les gens sont plus autonomes, plus entreprenants, et qui s'inscrivent moins dans des grandes organisations. Et aujourd'hui, je crois qu'on est, je pense, tous d'accord, en tout cas moi j'ai une ferme conviction que c'est au fond l'entrepreneuriat qui va être la clé de la réinvention de l'entreprise moderne. Alors, ce n'est pas en même temps une énorme surprise, puisque les entrepreneurs sont créatifs, donc l'idée d'avoir des gens qui sont, on va dire, naturellement créatifs, et puis de les mettre dans l'organisation, c'est assez normal. Et ça explique pourquoi, depuis plusieurs années, on va dire une petite dizaine d'années, surtout en France, où on avait un petit temps de retard, mais on s'est bien rattrapé, vous avez un développement très important des initiatives, on va dire, entrepreneuriales au sein des organisations. Alors, c'est des Fab Labs, c'est des hackathons, hein, on réunit tout le monde pendant un week-end et puis on fait un start-up week-end dans une organisation. On a des incubateurs, des entités innovantes, des concours d'innovation. Je suis sûr que vous avez, à titre divers, vu des initiatives comme ça. Et donc, un énorme effort pour faire entrer l'esprit entrepreneurial au sein de l'organisation, en se disant, eh bien, en rendant nos cadres plus entrepreneuriaux, eh bien, d'une part, on va améliorer notre capacité d'innovation, mais surtout, on va quelque part, par une espèce de mutation, on va faire transformer l'organisation. Alors c'est pour ça que moi, pendant des années, alors ancien entrepreneur, travaillant avec des grandes entreprises, j'ai effectivement fonctionné sur cette croyance-là, en disant, en formant les gens à l'entrepreneuriat, ils deviendront plus entrepreneurs, et donc les entreprises se transformeront. Et je crois qu'en faisant ça, on a tout faux, en fait. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout le potentiel des entrepreneurs. Alors, avoir évidemment des entités innovantes au sein des grandes organisations, ce n'est pas ici que je vais vous dire que ce n'est pas intéressant. Bien évidemment, c'est nécessaire, puisque ça permet effectivement de développer des nouveaux produits, des nouveaux services. La question, c'est est-ce que ça permet la transformation, la créativité au sein des organisations? Pas forcément, parce que ce que l'on observe, c'est que ces initiatives entrepreneuriales, en général, restent relativement isolées. Donc on va avoir une entité innovante qui va plus ou moins bien fonctionner, parfois ça fonctionne très bien, et puis le reste de l'organisation qui en gros va continuer son bonhomme de chemin sur ces marchés traditionnels, et on n'arrive pas à faire un pont entre les deux. Et donc en quelque sorte la greffe ne prend pas, et donc on va avoir une organisation un peu à deux têtes, une partie très innovante, et puis une partie un peu moins innovante et créative. Et ce qu'il faut, je crois, c'est reprendre un peu à zéro la question, et se dire qu'effectivement, les entrepreneurs sont, en quelque sorte, la solution au problème de la créativité, mais pas du tout comme on l'a fait jusque-là. Ou en tout cas, pas seulement. Alors, pourquoi il faut repartir alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu cet ouvrage extraordinaire. Vous l'avez lu? Oui. Alors, ceux qui l'ont lu, est-ce que vous vous souvenez de la raison que donne Harari, qui explique pourquoi Sapiens, donc nous, on s'appelle sages, hein, c'est quand même courageux, pourquoi Sapiens a réussi à dominer les autres espèces animales? La communauté, oui. Qu'est-ce qui nous rend? Parce qu'on est nul en tout, hein, on est moyen en tout. Hein. On court moins vite que le guépard, on est moins fort que le chimpanzé, on est moins bon que tout le monde. Hein. Donc vraiment, normalement, on n'avait aucune chance dans la nature. Hein. Oui, un lien avec les symboles, exactement. C'est-à-dire que la force de Sapiens, c'est qu'il est capable de faire travailler 5, 10, 1000, 10 000, 100 000 personnes qui ne se connaissent pas. Et comment il fait ça? Alors, imaginez, vous voulez chasser le mammouth, si vous êtes seul contre le mammouth, vous n'avez aucune chance. Si vous mettez 10 personnes, 10 hommes contre un mammouth, c'est le mammouth qui n'a aucune chance. Et d'ailleurs, même s'il y a 10 mammouths, il n'a quand même aucune chance, ou ils n'ont quand même aucune chance, parce qu'ils ne savent pas travailler ensemble. La grande force de Sapiens, c'est de savoir s'organiser. Et il peut s'organiser parce qu'il manipule des symboles, ce que Harari appelle des fictions collectives. Avec Béatrice, on appelle ça des modèles mentaux. D'accord ? Vous construisez, là, si vous êtes arrivé, vous avez eu peut-être un peu de mal à trouver l'amphi, etc. Si je vous remets à l'entrée et puis je vous dis vous allez à l'amphi, vous allez y aller tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous avez construit un modèle mental en fait de l'espace. On fait ça en permanence. En permanence, on construit un modèle mental de notre environnement. Alors, il existe pour des choses très concrètes, comme là, aller au bar, des choses comme ça, mais il existe aussi pour la façon dont on se représente le monde. Et l'être humain est un manipulateur de symboles, d'accord ? Fondamentalement.
Et la plupart des choses qu'on utilise aujourd'hui sont, alors ce que lui il appelle des fictions collectives ou des mythes ou des modèles. L'argent, c'est le cas typique, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement concret pour nous et en même temps c'est un objet totalement abstrait. Ça n'existe que parce que nous y croyons tous. Et d'ailleurs, dans l'histoire économique, l'argent s'effondre quand on cesse d'y croire. Hein. La République de Weimar dans les années 20, etc., etc. Et donc, ce que dit Harari, c'est intéressant parce que la clé d'une organisation, c'est cette fiction collective, ce modèle de la réalité. Alors, c'était intéressant avec une entreprise qui existe donc depuis 600 ans, c'est que là, on a un modèle extrêmement fort. La notion de service, la notion de proximité, on voit comment, d'ailleurs, ces éléments qui sont extrêmement anciens peuvent être utilisés pour se renouveler. Et d'ailleurs, toutes les organisations qui passent par une grande phase de créativité le font en se refondant sur leurs racines historiques. Alors c'est particulièrement intéressant dans les anciennes organisations, puisque ça peut servir à renouveler cette créativité. Et donc ce que dit Harari, c'est que pour se transformer, il faut en fait définir une nouvelle fiction, d'accord, une nouvelle histoire qu'on va se raconter et auquel les gens vont adhérer. D'accord. Alors ça tombe bien parce que créer des fictions collectives, au fond, c'est là qu'on retrouve nos amis entrepreneurs. D'accord ? Puisque l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va voir le monde différemment. Et effectivement, alors j'aimais beaucoup l'histoire des impôts tout à l'heure, en général, on se moque de lui ou d'elle. D'accord ? Henry Ford, hein, quand il lance la Ford T en expliquant que tous les individus, même pas riches, pourront avoir une voiture, tout le monde s'est moqué de lui. C'était totalement ridicule. D'accord ? Donc il y a eu des articles se moquant de lui, etc. Et bon, ceux ou celles d'entre vous qui ont été ou qui sont innovateurs savent que vous savez, les trois courbes de l'innovation, hein. D'abord c'est ridicule, ensuite c'est dangereux et ensuite c'est normal. D'accord ? Donc patienter, il faut juste arriver au troisième. Alors quand c'est normal, évidemment, il n'y a plus de mérite, mais les deux premières phases sont difficiles. Et donc ce que font fondamentalement les entrepreneurs, c'est de créer des nouveaux modèles mentaux, c'est-à-dire de nouvelles façons de voir l'environnement. Envoyer des gens sur Mars ou de rendre la voiture accessible au plus grand nombre, etc., etc., etc. On le voit partout. D'accord ? Alors, comment ils font, la question ? Alors, pendant très longtemps, moi j'ai été entrepreneur, pendant très longtemps, on nous disait l'entrepreneur, il doit être visionnaire et la capacité à développer une vision en préalable, comme point de départ de la démarche entrepreneuriale, était absolument indispensable. Donc, si vous avez suivi ou plutôt subi des cours d'entrepreneuriat, on vous dit il faut d'abord avoir une idée. Puis après, tu pourras être entrepreneur. Et moi, je rencontre sans arrêt des gens qui disent « mais moi, je voudrais être entrepreneur, je n'ai pas d'idée ». Donc du coup, je suis bloqué. Or, en fait, quand on regarde les entrepreneurs, beaucoup d'entre eux ont démarré sans idée particulière. D'accord ? Donc l'idée, la grande idée, la vision préalable n'est pas du tout nécessaire au démarrage d'une démarche entrepreneuriale. Et donc la question qui se pose, c'est comment font les entrepreneurs si la vision est en quelque sorte pas quelque chose qui vous frappe en vous baladant dans la forêt ou, pire encore, à l'issue d'un séminaire de créativité à Courchevel. La vision, en fait, elle émerge de ce que font les entrepreneurs. D'accord ? C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui agit, et qui agit avec ce qu'il ou elle a sous la main, d'abord. Et au bout d'un moment, la vision émerge. D'accord ? Donc, c'est comme ça que les entrepreneurs transforment le monde. Alors, je vais vous donner un exemple qui, moi, me touche beaucoup, qui est celui de Madame Tao. Alors, Madame Tao, c'est une dame qui est née en 1947, qui est illettrée, et elle se marie, et quelques années après, son mari meurt brutalement, et elle se retrouve à la rue avec 2 enfants. Et la seule chose qu'elle sait faire, c'est cuire du riz. Donc, elle fait cuire du riz, elle a la chance d'être, j'allais dire d'habiter, mais d'être, puisqu'elle habite plus nulle part, elle a la chance d'être à côté d'un grand lycée technique chinois. Et donc, elle fait du riz à midi pour les Chinois, pour quelques euros, quelques yuan. Et ça marche pas trop mal, elle réussit à survivre. Et puis, je vais vous la faire assez courte, hein, elle développe un restaurant, c'est-à-dire 3 tables en plastique au coin d'un parking. Et puis, ça marche de mieux en mieux, finit par avoir un vrai restaurant. Les gens commencent à venir de différents endroits pour manger chez elle. Et ce qu'ils aiment particulièrement, c'est la sauce, puisqu'elle venait d'une région où on mange très épicé. Et donc, un jour, il y a quelqu'un qui lui dit « Ah, c'était très bon, est-ce que vous pourriez mettre un peu de sauce dans un pot que je puisse l'emmener chez moi ?» Et
puis au bout de la 5e ou 6e personne qui lui demande ça, elle se dit, mais quand même, peut-être que ma sauce, ça les intéresse. Alors, aujourd'hui, elle est la tête d'une usine qui produit 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est connue dans le monde entier, elle vend sa sauce dans le monde entier. J'ai eu, d'ailleurs, pour la petite histoire, la surprise d'en découvrir chez moi. Ma femme l'a acheté sans que je le sache. Et elle sort le pot et je dis, mais c'est marrant ce pot, ça me dit quelque chose. Alors, je suis retourné voir mes slides. Et effectivement, c'était le même pot, en fait. Donc, voilà. Donc, Madame Tao est une star en Chine. Voilà sa sauce, vous pouvez l'acheter, c'est très bon d'ailleurs. Ce qui est intéressant ici, c'est en fait, on peut apprendre beaucoup de choses de cette histoire. Alors, c'est une histoire qui est, pour plein d'aspects, extrêmement classique, une histoire d'entrepreneuriat extrêmement classique. D'abord, ce sont des circonstances, c'est-à-dire que vous auriez demandé à Madame Tao 6 mois avant ce qu'elle pensait de l'entrepreneuriat. Elle vous aurait regardé en disant, c'est quoi un entrepreneur? J'ai vraiment aucune idée de quoi vous parlez. Donc, on peut être entrepreneur sans le savoir, ça arrive très 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 souvent. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui tire parti des circonstances, bonnes ou mauvaises, et puis qui fait avec ce qu'il ou elle a sous la main. Et vous notez, alors après on peut dire est-ce que Madame Tao était visionnaire ou pas, la question est peu importante. Ce qui est important, c'est que Madame Tao, elle a refusé le modèle mental, l'évidence qui essayait de s'imposer à elle, c'est-à-dire, ben, t'es pauvre, tu vas mendier pour le restant de tes jours, et puis c'est comme ça. D'accord ? Donc, par ses actions, elle a fait mentir cette espèce d'environnement qui lui était imposé pour en créer un autre et changer complètement en fait, les termes de son environnement. Elle a été active vis-à-vis de son environnement. Alors, sans exagérer l'importance de cette histoire, si Madame Tao peut le faire, je pense que beaucoup d'entre nous peuvent le faire ici. En fait, il suffit juste d'agir. D'accord ? Alors, cette façon d'entreprendre, elle a été formalisée il y a plusieurs années sous le nom d'effectuation. Alors, je sais que certains d'entre vous le connaissent, qui sont en fait les 5 principes de la logique entrepreneuriale. Ce sont des principes. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas une méthode nouvelle, ce sont des choses que les entrepreneurs font spontanément depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Et donc ce que fait l'effectuation, c'est en fait, moi j'emploie souvent cette expression, c'est réapprendre aux oiseaux à voler. C'est dire en fait, les entrepreneurs font comme ça. Pas tous, mais beaucoup d'entrepreneurs, plus ou moins consciemment, emploient ces principes pour transformer leur environnement. Et pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services et bien sûr des nouvelles organisations. Alors, l'effectuation a été mise en avant par une dame extraordinaire qui s'appelle Sarah Sarasvati, qui est une américaine d'origine indienne, qui a été entrepreneuse. Alors, elle a fait son doctorat avec Herbert Simon, qui est un prix Nobel. Donc, évidemment, les conditions étaient assez auspicieuses. Et donc, elle a démarré avec une question très simple. Elle a dit, les entrepreneurs transforment le monde. Ils inventent des choses extraordinaires, ils ont une créativité extraordinaire, et pourtant, beaucoup d'entre eux sont des gens normaux. C'est-à-dire que spontanément, ils ne se définiraient pas, un peu comme vous tout à l'heure, comme créatifs. Et ce qu'elle montre en fait, c'est que la créativité, c'est pas dans la nature humaine, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus créatifs que d'autres. La créativité, c'est un contexte et une façon d'agir. D'accord ? Et donc la créativité, c'est un processus en quelque sorte. C'est ce qu'on fait qui nous amène à être créatifs. Donc, ce n'est pas « je suis ou pas créatif », oui, non, c'est « qu'est-ce que je peux faire qui, à un moment donné, va m'amener à faire des choses originales, créatives », d'ailleurs que je n'avais pas forcément anticipé avant. Alors, ces principes, il y en a donc effectivement 5. Le premier, c'est vous démarrez avec ce que vous avez. Donc, c'est la fameuse métaphore du frigo, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire la cuisine avec ce qu'on a dans le frigo parce qu'on est sûr de l'avoir, plutôt que de se dire « Ah, bah, si seulement j'avais cet ingrédient, et puis si seulement j'avais ça, je pourrais. » Oui, mais tu ne l'as pas. Très souvent, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir en disant bah, « J'ai l'idée du siècle, il me manque juste 1 million d'euros. » Je dis « Bon, bah, donc, tu ne vas rien faire. » Ah, mais si, il me suffirait d'avoir 1 million d'euros. Oui, donc, globalement, tu as une vision, un objectif, etc., mais tu n'as pas les ressources, donc de toute façon, il ne va rien se passer. Et donc, très souvent, ce que je fais avec ces entrepreneurs, c'est que je leur dis « Attends, on reparlera de ta vision plus tard, là. Dis-moi ce que tu peux faire dans le mois qui vient avec ce que tu as sous la main. » Et alors là, ça change la perspective complètement, parce que si on fait avec ce qu'on a sous la main, on peut démarrer maintenant. On n'a pas à demander l'autorisation, on n'a pas à se dire « Ah là là, mais je ne peux pas, etc. » Non, tu fais avec ce que tu as sous la main. Et donc, ce principe nous permet d'agir tout de suite
et de tout de suite commencer à faire des choses. Madame Tao, elle fait la cuisine. Elle ne se dit pas, oh là là, mon mari est mort, c'est une opportunité business, je vais faire un exercice de visionning. Vite les post-it, elle avait la chance de ne pas avoir assez d'argent pour s'acheter des post-it. Alors moi j'ai acheté des actions de 3M, parce que c'est les seuls qui gagnent de l'argent dans l'histoire, c'est 3M. Ils vendent des tétrapalanqués de post-it. Et maintenant en plus les post-it, vous avez même des versions électroniques, c'est le cauchemar absolu, post-it électronique qui se partagent entre New York et Paris. Alors on n'est pas plus créatif du tout, mais on s'amuse bien, en plus la nourriture est payée par la boîte. Donc vous démarrez avec ce que vous avez, sous la main. Donc l'entrepreneur, tu parleras de ta vision plus tard. Qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, tout de suite? Et donc la procrastination ou les bonnes excuses, ah si seulement j'avais, mais je n'ai pas, donc malheureusement je vais continuer à visionner, ça ne marche pas. Deuxième principe, agir en perte acceptable. Alors ça c'est important parce qu'on a été, alors moi je suis prof dans une école de commerce, donc on apprend à nos étudiants à être super rationnels, c'est-à-dire tu vas investir dans un projet, alors c'est l'instant finance, si vous n'aimez pas la finance, regardez votre téléphone, ça ne va pas durer longtemps. Vous avez, pour certains d'entre vous, vu un truc qui s'appelle la valeur actuelle nette. Ça vous dit quelque chose? Vous avez des souvenirs, donc ça vous dit que vous investissez dans un projet, tenez-vous bien, en plus c'est gratuit, donc profitez-en, si ce que vous allez gagner, c'est plus que ce que vous allez dépenser. Alors, en finance, ils ont des moyens beaucoup plus compliqués de le dire, avec des trucs, c'est divisé par 1 moins à la puissance de machin, mais en gros, c'est ça. C'est vous regardez votre projet, vous regardez combien vous allez gagner, et puis combien vous allez dépenser, et puis si ce que vous gagnez, c'est plus que ce que vous allez dépenser, c'est un bon projet, puis il faut le faire. Alors, le problème, c'est qu'en innovation, ce qu'on va gagner, forcément, là, on ne sait pas de quoi demain est fait, l'incertitude, etc. En revanche, ce que ça va coûter, on le sait, puisqu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est je dépense de l'argent tout de suite pour gagner peut-être demain. Donc tout de suite, c'est clair, en fait. Je sais ce que je mets sur la table. Un peu d'argent, un peu de temps, etc. Et donc ça veut dire quoi? C'est que l'entrepreneur, en fait, il ne fait pas cette valeur actuelle nette très, très compliquée, machin, etc. Enfin, sauf pour les VC, pour lever de l'argent, mais c'est un autre sujet. Quand il veut vraiment faire quelque chose, il se dit, qu'est-ce que je peux faire, même si c'est petit, qui va me faire avancer, et puis si ça ne marche pas, ça ne sera pas trop grave. D'accord? Et c'est cette notion de perte acceptable qui est extrêmement importante, parce qu'on voit bien le lien avec la précédente, c'est que je vais agir tout de suite et je vais faire des petites choses. Et les petites choses, elles vont s'additionner au bout d'un moment, et on va avoir des effets de levier extrêmement importants. Et moi, je résume souvent ça en disant « small is big ». C'est en commençant petit qu'on peut faire des choses très très grandes. Blablacar, quand il commence, il fait le covoiturage tout seul. Airbnb, pendant 18 mois, il loue 4 chambres. Mais commencer petit, ça limite notre risque et ça nous permet d'apprendre et de faire des expériences, de voir ce qui marche, etc. etc. Troisième principe, alors ça c'est un principe absolument fondamental, on passe de l'entrepreneur visionnaire seul contre tous à l'entrepreneur qui bosse avec les autres. Donc c'est l'expression du patchwork. Il y a des gens qui font du patchwork ici? Vous pouvez le dire, c'est entre nous. Voilà, formidable. En plus, voilà, business. Voilà, formidable. Le patchwork, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas le visionnaire génial, même si ça peut exister. C'est en général pas forcément un visionnaire génial ou une visionnaire géniale. C'est quelqu'un qui fait des trucs avec les autres. Voilà, je vous ai tout dit sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire c'est des choses qu'on fait soi-même le week-end. Vous rencontrez des gens, ah ça va, qu'est-ce que tu deviens? Je fais ça, c'est marrant que tu me dises ça parce que je rencontrais telle personne l'autre jour. Tiens, je pourrais te mettre en relation. Oui, c'est marrant, etc., etc. Donc on rencontre des gens et on fait des trucs sympas avec eux. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Et ces trucs sympas, éventuellement, à un moment donné, deviennent des associations, des partis politiques, des business, des entreprises, etc., etc., etc. Et donc la capacité à trouver quelqu'un, un complice en quelque sorte, et à faire quelque chose avec cette personne, et encore une fois le lien avec les deux autres principes, à faire quelque chose tout de suite, maintenant, de simple et pas trop compliqué, est aussi une caractéristique de l'entrepreneuriat. On fait tout de suite avec des autres. C'est-à-dire que la vision, en fait, elle émerge, ou la créativité, elle émerge de la rencontre avec les autres et de l'accord qu'on passe avec eux en disant, tiens, on se met autour d'une table et puis on décide que, tiens, on pourrait faire ça, ouais, etc. Je suis d'accord, allez, on le fait. Et on le fait tout de suite, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? On recommence. On va voir d'autres gens, puis on fait d'autres trucs avec d'autres gens, puis on recommence. L'entrepreneuriat, c'est une activité fondamentalement sociale. C'est faire des choses avec ce qu'en jargon on appelle des parties prenantes,
Ça peut être un premier client, un copain, un ami, un cousin. Michel et Augustin, quand ils veulent cuire leurs cookies, au lieu d'aller chercher de l'argent pour acheter un four, ils vont voir leur boulanger. Ils disent est-ce qu'on peut emprunter ton four le lundi puisque tu es fermé? Et le boulanger dit ouais, cool, allez-y. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est trouver des gens qui vont vous aider et qui vont faire des choses avec vous. Quatrième principe, en fait, c'est tirer parti des surprises. Alors, la vie est pleine de surprises. Alors, on fait des business plans. Vous avez fait des business plans? Alors, le business plan, il n'y a que les investisseurs qui y croient en général. Si vous n'y croyez pas, c'est bon, mais eux, ils y croient. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'ils y ont cru, ils disent hey, là, tu m'avais promis 10 millions. Mais non, mais vous n'y avez pas cru quand même. Si. Moi, j'ai un ami qui est ancien entrepreneur aussi, qui enseigne l'entrepreneuriat et qui me dit toujours le business plan, ça sert à beaucoup de choses, sauf à planifier un business. Et donc, la plupart des choses que vous avez anticipées ne se produiront pas. Et ce qui va se passer, vous ne l'aurez pas anticipé. Donc, l'idée, c'est que les entrepreneurs, très souvent, au lieu de passer du temps à faire des business plans, vont plutôt se demander comment ils peuvent tirer parti des surprises qui ne manqueront pas de se produire. Alors, avec Madame Tao, on avait quand même une surprise massive, donc une très, très, très mauvaise surprise, dont elle a su tirer parti. Et j'insiste bien, elle ne s'est pas dit « Ah, mon mari est mort, il y a une opportunité business ». Elle s'est dit « Mon mari est mort, il faut que je fasse quelque chose ». Et donc, au début, elle n'est pas du tout dans une idée de créer une entreprise, etc. La deuxième surprise, c'est le fait que sa sauce, elle vient d'une région où cette sauce-là est relativement banale. Elle avait une recette un peu particulière, mais qui n'est pas extraordinaire. Et donc, pour elle, c'était une très grande banalité. Mais pour les gens de cette région-là, ça ne l'était pas. Et donc, elle est surprise que les gens s'y intéressent. Donc, elle va tirer parti de cette surprise. Et vous voyez que ça ne vient pas tout de suite. Au début, gentiment, elle met un peu de sauce dans le pot en disant voilà, allez-y. Puis, ça lui prend un certain temps avant de se rendre compte que les gens s'intéressent à sa sauce en tant que telle. Donc, elle va fermer son restaurant et puis ouvrir son usine. Et donc, ce qui va être important, c'est la capacité à tirer parti des surprises. La surprise, en fait, c'est la réalité qui dit bonjour. Voilà, ton modèle mental, c'était ça, mais en fait, il y a un truc à l'extérieur là, qui se passe qui n'était pas dans ton modèle et que tu devrais peut-être regarder. Alors, la plupart du temps, on a été très entraînés, puisqu'on a eu des cours de business plan, donc on est, vous savez, vision, mission, on a un objectif très clair. Donc, ça a pour but de nous couper de tous ces éléments-là, de se concentrer vraiment sur ce qu'on a fait. Donc la réalité nous dit coucou plusieurs fois et on ignore, on dit non mais attends, c'est pas dans ma mission et ma vision. Moi ça m'est arrivé, un jour je vendais un produit, donc c'était un logiciel pour des fabricants de téléphones mobiles, et on fait une démonstration, et le fabricant dit oh, c'est vachement bien, c'est vrai que c'est un produit vraiment très très bien. Et il dit mais bon, on ne va pas vous acheter le produit parce que, pour telle et telle raison. Bon ça vraiment très très mauvaise nouvelle. Et il dit mais en regardant votre techno, je me dis qu'elle pourrait très bien s'appliquer à un autre problème que nous, on a. Et donc, si ça vous intéresse, tenez-moi au courant. Qu'avons-nous fait? Parce que là, vous avez la Providence qui vous tend une perche en or massif, quand même. Le gars, il vous pointe... Enfin, en fait, il nous mettait le doigt sur le marché de l'an 2000, gentiment. Donc, nous, on était dans une toute petite niche. Il dit, ouais, peut-être pas, mais là, il y a un truc que vous devriez regarder. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Ce n'était pas dans notre plan, nous on n'était pas là. C'est quand même pas un client qui va nous dire ce qu'on doit faire. Donc, et donc on avait un plan, donc on s'est dit merci monsieur le client, mais... Alors la Providence nous a tendu une deuxième perche en or massif parce que j'ai croisé par hasard la même personne quelques mois après. Il me dit, ah Philippe, vous en êtes où de mon idée? De quoi parle-t-il? Troisième perche tendue par la Providence, il a eu la gentillesse de me réexpliquer et de dire, tu sais, ta techno, tu vas quand même regarder ce truc-là, etc. Alors là, au bout d'un moment, ça percute, entre l'oreille et le cerveau, il y a quand même des liens, donc au bout d'un moment, on se dit... donc là, on a chopé la balle jaune, là, et on a modifié notre modèle mental, et on s'est dit, en fait, notre techno, là, on est dans une toute petite niche qui, en fait, n'a pas vraiment d'avenir. Ça a pris 2 ans à admettre ça, quand même, ça, les modèles mentaux, c'est extrêmement fort. Et on s'est dit, mais non, mais en fait, ça peut être appliqué là, et on voit le monde, en fait, un peu différemment. Voilà. Donc la surprise, c'est ça, c'est la réalité qui vous dit attention, ton modèle mental, il est peut-être pas top et il y a peut-être un truc que tu peux changer. Après, on saisit ou on ne saisit pas. Alors le 5e principe, que dans l'effectuation on appelle le pilote dans l'avion, ou qu'on peut traduire aussi par créer son contexte, il est très important.
Et c'est vraiment ce qu'on a vu avec Madame Tao, c'est-à-dire qu'on peut être prisonnier de son contexte, de son environnement. On peut l'accepter en disant bah, c'est comme ça. Vous avez des contre-exemples. Hein. Les entrepreneurs sont des gens qui, presque par définition, n'acceptent pas l'environnement et veulent le changer. Il y a plein d'exemples. Hein. Vous avez Zara qui se crée dans les années 70, je crois. Dans les années 70, tout le monde est d'accord pour dire que le textile européen n'a plus d'avenir. C'est une évidence. Pourquoi ? Le coût du travail fait qu'on ne peut pas avoir une usine de textile. Alors, ce que tout le monde dit, c'est qu'on aura le haut de gamme en France, hein, Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Mais des marques de prêt-à-porter ne sont pas viables en Europe, c'est une évidence. Et donc, du coup, tout le monde commence à délocaliser, au Pakistan d'abord, et puis en Chine, bien sûr. Alors Zara, eux, ils ne savent pas que c'est impossible, puisqu'ils sont en Espagne, hein, qui n'était pas historiquement un des grands lieux de textile européen. Et donc, eux, ils créent en 20 ans un géant mondial du textile, et ils le font en fait sur des bases, alors on dit un modèle d'affaires radicalement différent, vous connaissez tous le modèle, hein, c'est des séries très très courtes, donc on n'a pas d'invendu. Comme on n'a pas d'invendu, le coût du travail peut être un peu mieux absorbé, et donc au final, on se récupère, et on est très rentable. Et donc, ce que fait Zara, en fait, c'est de remettre en question des croyances, des hypothèses, des évidences, en disant, non, en fait, il y a une autre manière de fonctionner. Et donc, on réinvente un modèle mental ou un modèle d'affaires. Hein. On réinvente une fiction, une manière de voir le monde. Et je crois que ça caractérise vraiment ce que font les entrepreneurs. Là encore, historiquement, on sait que Zara s'est pas dit... encore une fois, on va faire un off-site dans une station de ski et puis on va tout reprendre les fondamentaux de l'industrie à zéro. Ils l'ont fait un peu en bricolant, etc., progressivement. Comme ils étaient loin des centres, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils ne pouvaient pas créer une usine. Donc, ils ont sous-traité la fabrication à des toutes petites unités qui a été après un de leurs très, très gros points forts, puisque ça leur donne un très grand temps de réponse. Donc, ils ont mis au point un nouveau système. Et vous voyez que là encore, il n'y a pas un moment créatif. Il n'y a pas quelque part le génie. Alors, évidemment, on parle toujours du dirigeant fondateur qui aurait tout fait lui-même avec ses petites mains, mais bien évidemment, ce n'est pas la réalité, même s'il a d'énormes qualités. Cette créativité dans l'invention d'un système d'affaires, elle est le résultat de ce processus-là. C'est quelque chose de progressif. Il y a plein d'autres exemples. Et donc, l'idée, c'est que l'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui accepte son environnement. C'est pour ça que quand on vous dit il y a des marchés matures, hein, il n'y a pas de marché mature. Il y a des managers matures sur des marchés et qui, en fait, attendent simplement qu'un entrepreneur, un innovateur, quel que soit le nom qu'on lui donne, vienne, en fait, bouleverser la façon de voir le monde. Steve Jobs l'a fait avec l'iPhone. Moi, j'étais dans l'industrie de la téléphonie mobile. Et c'est quelque chose qui était considéré comme stable. Un Nokia, vous vous souvenez de Nokia? Ça vous rappelle quelque chose? C'est une petite société finlandaise, ils avaient 40% du marché de la téléphonie mobile. En novembre 2007, il y a la couverture de Forbes, qui est un magazine économique américain, qui dit « Est-ce que quelqu'un peut attraper le roi de la téléphonie mobile ?» Réponse oui, en fait. Oui, absolument. Et donc, Steve Jobs, en fait, c'est juste un nouveau regard sur la téléphonie mobile. Sur l'interface utilisateur. Aujourd'hui, c'est une évidence, sauf que moi, je me souviens très bien que quand le téléphone est apparu, moi j'étais avec les fabricants de téléphones traditionnels, tout le monde se dit « ouais, c'est sympa, c'est un gadget, de toute façon, ça intéresse personne, ça va faire une petite niche, mais c'est pas un vrai téléphone, etc. etc., etc. » Et d'ailleurs, Nokia, en mai 2007, quand ils font un briefing aux analystes, pas une seule fois, ils mentionnent le mot iPhone. Vous vous rendez compte, l'iPhone a été annoncé en janvier 2007, et 6 mois après, Nokia n'a toujours pas pris conscience de ce que le marché allait être bouleversé, parce qu'en fait, il y avait une manière radicalement nouvelle de voir le marché de la téléphonie. Là encore, c'est un nouveau modèle mental. Alors, là où c'est intéressant, c'est qu'au fond, je vous ai dit, pendant des années, moi, j'ai formé les entreprises à l'entrepreneuriat, comment être plus entrepreneur, etc. Et en fait, ça ne suffit pas. Vous avez peut-être entendu parler de General Electric, une très très grande entreprise américaine, qui était parfaitement consciente de la nécessité de se transformer, et elle a formé l'intégralité de ses managers à l'entrepreneuriat. Bonjour Roger, à partir de maintenant, tu vas être entrepreneur.
On va te donner des techniques, tu vois, on va appeler ça Lean Startup, c'est vachement bien. T'appuies A, B, C, et ça va fonctionner. Et tu vas être un entrepreneur. Alors, tu vas aussi faire tes objectifs et tes quarters et tes machins, mais comme un entrepreneur. Alors là, on a une injonction paradoxale terrible, hein, puisqu'on demande aux gens de se transformer intégralement. Et l'idée que tout le monde soit entrepreneur, en fait, c'est une idée néfaste. Néfaste parce que tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Pour l'organisation, il n'est pas souhaitable que tout le monde devienne entrepreneur. Vous imaginez le chaos? Ah non, non, excuse-moi, là, je suis en phase créative. Je ne peux pas finir le projet. Oui, mais enfin, il y a le client au téléphone. Je suis en phase créative, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas possible. Donc, l'idée que la transformation passe par le fait que tout le monde devienne entrepreneur, elle ne fonctionne pas. Et j'avoue que moi, ça m'a pris du temps. Avec Béatrice, on appelle ça un coming out entrepreneurial. Hein. Ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'en fait, on enseignait la mauvaise chose. Donc, ce n'est pas à être plus entrepreneur qu'il faut former les gens, même si c'est souhaitable par ailleurs pour certains ou certaines d'entre eux. D'accord ? Mais le manager lambda, en quelque sorte, il ou elle n'a pas du tout envie d'être entrepreneur et ce n'est pas souhaitable pour l'entreprise. En revanche, ce qui est souhaitable, c'est que cette personne-là soit un facteur de transformation. Créativité, mais plus générale de transformation. Et là, ce qu'on a vu dans les programmes que je faisais, et ça a mis du temps, c'est qu'en fait, et ça paraît évident, c'est que les principes que l'entrepreneur utilise pour transformer son environnement, en fait, c'est les mêmes qu'il peut employer ou que l'on peut employer pour transformer l'organisation, puisque dans les deux cas, on parle de transformation. D'accord ? Donc, la transformation qui se fait à l'extérieur, en fait, on peut reprendre ces principes-là, ceux que je viens de vous énoncer. Ces principes entrepreneuriaux peuvent être mis en œuvre à l'intérieur de l'organisation pour l'amener à se transformer. Et quand je dis transformer, c'est pas, encore une fois, pas juste être entrepreneurial, c'est en fait inventer les modes de management de demain parce que c'est au niveau des entreprises qu'on pourra les développer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part en fait d'une base. L'entrepreneur, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il part de ce qui est, donc on part de la réalité, d'accord? Les fameux M&M's, hein, c'est comment je vois la réalité, comment je la conçois. Et à partir de là, eh ben, je vais déployer au quotidien ces 5 principes, d'accord? Et donc, moi, j'ai souvent des managers qui me disent « Oh là là, c'est très difficile, je voudrais bien qu'on puisse changer, mais à mon niveau, je ne peux rien faire. Il faudrait que vous parliez à mon manager. » Alors évidemment, je vais voir le manager me dit la même chose. Hein. Puis un jour, je suis remonté jusqu'au PDG, mais vous comprenez, les investisseurs, moi, je ne peux rien faire. Un gars, il est PDG d'une boîte française du CAC 40 et il m'explique qu'il ne peut rien faire. C'est quand même extraordinaire. Donc, l'idée, c'est comme les entrepreneurs, au lieu d'avoir une vision et se dire, bon, puisque c'est une vision, elle est irréalisable, on inverse et on dit, non, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, là, maintenant, tout de suite. D'accord ? Donc un manager, il n'a pas forcément besoin d'être entrepreneur, il a besoin de permettre éventuellement que l'entrepreneuriat puisse se développer. Il a besoin de permettre qu'on puisse faire certaines choses, etc. La perte acceptable, là aussi, c'est l'idée de faire des petites choses. La plupart des plans de transformation qu'on voit aujourd'hui dans les grandes entreprises, alors c'est magnifique, hein, vous avez 377 slides, c'est d'une ambition très très grande. Hein. On va être le Google de 3 petits points. Alors, rien que déjà ça, c'est mal parti. Alors on commence, hein, on met un flipper dans l'entrée. Hein, ça y est, on a déjà la première partie là. Et puis on va venir en jean le vendredi. Donc là c'est bon, on a tout bon là, presque. Donc plutôt que d'avoir des grands plans totalement irréalisables, etc., là encore se demander au quotidien ce qu'on peut faire concrètement. Et c'est des petites actions qui vont se cumuler. Engager les parties prenantes. Vous savez que l'innovation, la transformation, c'est un mouvement social, c'est comme l'entrepreneuriat. Toutes les révolutions commencent avec 2 personnes qui se rencontrent dans un café, qui s'aperçoivent qu'elles sont d'accord sur la façon dont elles voient le monde, en disant « il est inacceptable que » ou « il faudrait que », etc. On se met d'accord, on partage les mêmes M&M's, hein, et bien sur cette base-là, on va aller convaincre d'autres gens de la vision qu'on a, et peu à peu faire muter l'organisation sur la base de cette vision qui évolue. Et c'est une personne par une personne. C'est la base de tous les mouvements sociaux. Hein. Encore une fois, j'insiste bien, il n'y a rien de nouveau. On ne fait que mettre en avant des choses que beaucoup de gens font spontanément. Tirer parti du surprise, hein, c'est le modèle mental de l'organisation, il apparaît très souvent dans des moments de surprise. Un accident, une crise, une surprise. Ou dans une réunion, il y a quelque chose qui vous choque, etc. Vous chopez le moment, vous dites « Tiens, c'est marrant ce que tu me dis là, parce que
Quand tu dis ça, tu vois, je trouve qu'on voit bien en fait notre caractéristique identitaire et on pourrait peut-être s'interroger sur le fait que c'est pas forcément comme ça qu'ils font fonctionner. Moi, je me souviens d'un manager une fois qui m'a dit, moi, je peux pas challenger mon boss parce que ça entraîne l'anarchie. Alors, on pourrait lui répondre, oui, mais ça permet aussi l'innovation. Alors, les deux sont vrais. La question n'est pas de savoir qui a raison ou pas, c'est de dire, tiens, c'est marrant que tu dises ça parce que le challenge, la remise en question, c'est aussi une des façons dont on innove. Donc, comment peut-on permettre ça, peut-être sans anarchie et d'ailleurs, est-ce que ça amène forcément l'anarchie? Donc, vous apprenez à questionner les éléments constitutifs du modèle mental de l'organisation. Et vous le faites par petites touches, personne par personne, etc., avec les surprises que vous envoie la vie. Créer le contexte. Je pense que le rôle du manager, c'est de créer le contexte. Franklin Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, quand il fait son discours inaugural en mars 1933, l'Amérique est en crise profonde. Il a deux écueils. Le premier, c'est de se poser en sauveur. Hein. Bonjour, j'ai voilà les 3 recettes. Et puis de nier la gravité de la crise. Alors, il évite les deux écueils et il commence par dire que la situation est très sérieuse. Et après, il dit, en fait, je n'ai pas de solution. Alors, je suis élu, c'est trop tard pour vous, mais je n'ai pas de solution, en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va expérimenter. Et donc, il ouvre une période assez unique dans laquelle ils vont expérimenter plein de trucs. Il y en a plein qui ne vont pas marcher. On oublie souvent que beaucoup de trucs que Roosevelt a essayés n'ont pas marché du tout. Et en même temps, il dit, mais la seule chose qu'il ne faut pas, c'est avoir peur. Et donc, en fait, il crée le contexte. Et je pense que c'est un vrai acte de leadership en disant, moi, je vais créer un contexte dans lequel vous allez pouvoir, parce que moi, tout seul, je ne peux rien faire, dans lequel vous allez pouvoir, au fond, transformer l'Amérique. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord ? Voilà, donc on peut appliquer ces principes et vous avez donc ces éléments-là. Vous voyez qu'ils sont très, très connectés. Vous voyez également que c'est une pratique, c'est-à-dire qu'il faut le faire quotidiennement. D'où la brosse à dents. Hein, c'est un petit geste quotidien vous amène avec un effet très important dans 5 ou 10 ans. Alors, plus tôt, hein, j'espère, en tout cas l'absence de carie. Donc, l'idée, c'est d'en faire une pratique, d'en faire une discipline. D'accord ? Une discipline de petites choses sur quelques principes qui sont simples, que tout le monde peut apprendre, qui sont validés. C'est-à-dire qu'encore une fois, rien de nouveau ici. Les entrepreneurs le font depuis des dizaines d'années. Et je crois qu'il est temps que les entreprises s'en emparent. Que la grande nouveauté, en tout cas pour moi, c'est que ce qui a marché et ce qui marche depuis des années avec les entrepreneurs, il est temps que les entreprises se l'approprient, parce que c'est un peu bizarre que ce qui marche à l'extérieur ne marche pas à l'intérieur. En fait, ces principes-là s'appliquent complètement. Vous pouvez vous les approprier. Vous pouvez commencer maintenant à changer votre organisation et à travailler comme les entrepreneurs et à faire que cette créativité, en fait, elle va s'exprimer dans l'action au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Et donc, comme on vous l'a dit, vous avez posé vos questions sur Slido. Pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez prendre vos téléphones portables, aller sur slido.com et vous tapez #LabPostal. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions à l'intervenant qui est sur scène. On vient pour les relayer juste après. À savoir que vous pouvez aussi noter les questions qui vous semblent importantes. Pour éviter de les reposer à nouveau, vous pouvez les noter. Alors, on a une première question. Alors, c'est pas encore l'entracte. Mais il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer. Ça permet Voilà, à d'autres personnes d'assister. Voilà. Alors, il y a une question de Phil qui est toute bête dès le départ. Il me demande s'il y a du Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi dans la salle. Mais par contre, vous avez normalement votre 4G qui fonctionne. Donc, voilà, on a aussi une question anonyme, c'est qu'est-ce que tu as contre Courchevel ? Ouais. Ah, rien du tout. Non, c'est super. Sinon, tu as répondu en partie à une question, mais on va quand même la reposer. Peut-être que tu vas nous donner un nouvel élan. Comment avoir une idée quand on a l'impression de ne pas être créatif ? Mais vous êtes créatif. L'idée, elle vient en faisant des choses. Donc il faut arrêter de... Cette idée de créativité, elle est cartésienne en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la période de la pensée et puis la période de l'action. Alors en fait, on sait depuis les philosophes pragmatistes, ça c'est quand même un siècle, hein, et c'est là-dessus que s'appuie l'effectuation, que l'action est créative. Donc ça veut rien dire ne pas être créatif. Madame Tao, elle n'était pas créative, sauf qu'elle a lancé une boîte, elle est une star internationale, etc., etc. Donc, il faut arrêter de dire « je ne suis pas créatif », il faut juste faire des trucs, et vous allez voir, vous allez vous étonner vous-même, même si vous êtes comptable. Alors, une deuxième question, là, un peu plus piège pour toi, mais je sais que tu t'y connais un peu en IA. C'est quoi les modèles de pensée et les business models de l'intelligence artificielle ? Quel modèle va tendre à s'imposer ? Comment on peut
Alors, s'appuyer sur l'IA pour si je le pour savais, je développer. te le dirais pas. Ah, Ah si, parce que Ils t'es sont prof. dans le partage Ah aujourd'hui, oui, c'est vrai, je suis normalement. prof, donc je sais tout. Non, mais t'es obligé de partager par contre. Ah oui, d'accord. On ne sait pas, justement, là, on est dans un domaine où la technologie nous envoie, vous savez, la balle, hein. Donc, Ouais. ça c'est une surprise. Donc, la technologie vous envoie plein de balles jaunes, chopez-en une et faites un truc intéressant. Je pense que personne aujourd'hui peut répondre à cette question-là, et c'est ça qui est bien, le champ il est ouvert. Alors il y a plein de gens qui font plein de trucs, ça serait bien que ça se fasse un peu en Europe et en France aussi. Emmanuel Macron disait, je voudrais qu'on conserve notre avance en intelligence artificielle. On n'a pas d'avance du tout, il n'y a Ah ouais. rien à conserver. Donc on a de très bons chercheurs en intelligence artificielle, ils sont tous aux États-Unis. Il y a un rapport qui sort dans 2 jours. Voilà. Hein. Voilà. Donc, vous savez, souvenez de la pub, là, c'est à vous d'inventer la vie qui va avec. Vous êtes là pour ça, donc allez-y. Alors sinon, D'autres questions qui arrivent. ouais, d'autres questions. Un bravo déjà, Ah, faut le merci. noter. Bravo Philippe. Comment appliquer les 5 principes de Sans un minimum minimum d'autonomie? La beauté du truc, c'est que comme c'est tout petit, votre chef, il ne vous voit pas forcément. Ouais. C'est-à-dire que c'est le contraire de dire bonjour chef, je viens faire la révolution. C'est des toutes petites choses. Toutes petites. Tous les grands innovateurs qui appliquent ces principes-là, ils le font. Vous avez juste besoin de rencontrer des gens, de vous mettre d'accord avec eux pour faire des trucs. Vous avez besoin de l'autorisation de personne. Il y a une machine à café dans votre organisation, j'espère. Mais ça marche avec le thé aussi, me suis-je laissé dire. Vous rencontrez des gens et vous vous mettez d'accord avec eux sur la façon dont vous voyez le monde, ce qui va pas et ce qu'on pourrait faire. Et après, vous décidez. Et après, de on faire- s'embrouille avec eux et on s'envoie les avocats. Bien sûr, voilà, sur la propriété intellectuelle. Il m'a piqué mon idée, que je n'avais pas. Vous voyez, donc c'est faire des trucs avec les autres, donc il n'y a pas besoin d'autorisation, c'est tout petit, ça ne se voit pas. Et la beauté, c'est justement que c'est tout petit. C'est comme la brosse à dents. Vous n'arrivez pas le matin en disant « Je me suis brossé les dents ce matin, c'était extraordinaire ». Et Justement. pourtant, c'est beaucoup d'impact. Conférence super intéressante, mais du coup, quel rapport avec la brosse à dents? Ah ben si, la discipline. Ouais, il y en a qui n'ont pas suivi, visiblement. Ah, Donc, Bien je joué, répète. bonne réponse. Je répète. Bonne réponse. Ces principes-là, ce n'est pas la baguette magique, ce n'est pas l'instant créatif. Ce sont des choses qui produisent leurs effets au cours du temps, et donc vous les appliquez régulièrement. D'accord ? C'est pour ça le brossage de dents. Le brossage de dents, si vous brossez une fois les dents, ça ne va pas avoir d'impact du tout. Ça n'a d'impact que parce qu'on le pratique régulièrement. Donc c'est un tout petit truc qu'on fait régulièrement et qui, au bout d'un moment, finit par avoir un énorme impact. Le principe de la boule de neige qui finit par être très très grosse. D'accord ? Donc ces principes, vous les appliquez et ils finissent par avoir un impact. Alors j'ai l'impression, nous dit Anonymous, Anonymous. N'hésitez Qui pas à est-il remplir vos Qui est-elle prénoms. Ouais. que l'effectuation c'est un moyen, attention là c'est un peu technique, de bridger la prévision stratégique, le planning strat et le design thinking, C'est un moyen de... de bridger, de faire un pont Ah, entre la Ah oui, oui. prévision strat Ah oui. et le design thinking. Est-ce que c'est un peu ça? C'est-à-dire, en fait, tout à l'heure Philippe Val nous parlait de désordre, en même temps il y a une méthode. Comment tu dis là alors, ce qui est très important... Alors d'abord, l'effectuation n'est pas une méthode, c'est juste des principes. La méthode, c'est vous. D'accord ? C'est ce que j'aime avec l'effectuation, c'est que la méthode, c'est vous. ça se tweet. Et le plan, c'est l'action. C'est-à-dire que, mais en même temps, ça ne s'oppose pas au reste. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, vous, agir de manière effectuelle dans une boîte qui fait des business plans. Donc il ne s'agit pas de dire abandonnez tout et faites de l'effectuation. Ce n'est pas un truc de gourou, etc. C'est juste de dire que vous pouvez faire d'autres choses qui vous sont imposées par votre organisation, qui sont soit un modèle, donc le planning, etc., soit des techniques comme le design thinking ou lean startup, tout en ayant, vous, cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on revient sur vous, sur ce que vous pouvez faire au quotidien. C'est pour ça qu'on emploie l'expression de additif. L'effectuation, c'est quelque chose que vous faites en plus, qui ne s'oppose pas au reste. Donc, bridge, oui, pourquoi pas. Ouais. La vision économique est-elle un frein à la créativité? Je ne pense pas, non. Vous savez, quand Jean-Sébastien Bach composait, donc il composait tous les dimanches, il avait 143 règles à suivre. Donc les contraintes n'ont jamais bridé la créativité, au contraire, alors quand il y en a trop, mais même. Non, ces principes-là, ils s'appliquent en entreprise, ils s'appliquent dans tous les domaines de la vie, en fait. Donc là, j'ai évidemment insisté plutôt sur le contexte économique, mais vous avez des gens qui agissent comme ça dans des contextes totalement non économiques. Toute démarche créative, et moi j'ai fait des recherches aussi sur les démarches scientifiques ou les démarches artistiques, on retrouve exactement les mêmes principes. Alors moi il y a une question que j'aime bien, et c'est un peu contre le marketing, c'est pour ça. Pas le marketing. Est-ce que le marketing est un obstacle à l'innovation, Philippe? En tout cas, est-ce que le marketing peut être un obstacle? Est-ce que quand tu vas voir les marketeurs, les mecs te disent non, c'est pas possible? Non, mais là, le monde est rempli de gens qui vous disent que c'est pas possible, ils ne sont pas spécialement marketing. Dans toute fonction,
Si vous regardez le principe numéro 3, donc les partenariats, aller voir des gens, c'est pas d'abord le marketing, ça n'existe pas. L'effectuation, elle s'intéresse à des gens. Donc c'est trouver quelqu'un dans l'équipe marketing, il doit bien y en avoir au moins un ou une, qui va vous dire bon bah ouais tiens je suis prêt à te filer un coup de main, etc. C'est-à-dire que l'unité de travail, c'est la personne. Donc trouver des gens qui vont à un moment donné être d'accord avec vous, vous filer un coup de main, etc. Donc on ne raisonne pas en fonction, on raisonne avec des gens. Une question en lien avec ton livre, donc je sais que tu as la réponse. Comment la créativité nous permet de faire face à l'incertitude qui caractérise notre ère? C'est vrai, on a quand même le Brexit, on est dans un climat où le Brexit n'est un problème que parce que nous avons tous prédit de manière absolument certaine que jamais ça se produirait. Bah oui, finalement, voilà. Ça se passe. Donc, alors l'incertitude, moi j'aime beaucoup l'incertitude parce qu'en même temps c'est aussi une condition de liberté. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'incertitude, tout serait déjà écrit, on n'aurait plus rien à créer en fait. Donc le fait qu'il y ait une certaine incertitude sur l'avenir de la voiture électrique ou sur l'énergie ou sur la santé, etc., cette incertitude-là, pour moi, elle est la condition à notre créativité. C'est parce que justement l'avenir n'est pas encore écrit qu'il y a de la place pour une démarche créative. Il s'agit de créer ce futur et pas d'attendre qu'il se produise. D'accord. Alors attention à ta réponse parce qu'elle est potentiellement piégeuse. C'est quoi le modèle d'une organisation créative? Ce serait plutôt Google, plutôt l'armée de terre ou, attention, plutôt la Poste? Réponse C. J'hésite beaucoup la Poste. Non mais armée de terre, c'est intéressant parce que ça innove aussi. Google, tu disais, on a le sentiment que... Ces trois organisations innovent. En fait, il y a de l'innovation partout. Encore une fois, on revient à des individus. Et donc, dans n'importe quelle structure, quelle qu'elle soit, et les trois que tu as cités sont là aussi, vous avez des gens qui font des choses. Et donc, il faut cesser de penser en termes d'organisation comme quelque chose d'abstrait. C'est des individus qui, et dans l'armée, il y a déjà d'ailleurs des livres entiers sur les innovations dans le domaine militaire. D'ailleurs, une agence qui est en train d'être créée sur cette question-là. L'armée est un exemple d'organisation qui peut être extrêmement créative. Et il y a des gens qui sont très créatifs. Il faut penser en termes d'individus. Tu as 20 secondes pour répondre à la dernière question. Comment convaincre les prospects, justement? Parce que cette démarche est intéressante, mais il va falloir convaincre les gens. Il reste 13 secondes. Eh bien, l'entrepreneur va voir un client potentiel, il lui dit, voilà, je veux faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Il va essayer de l'engager. Ouais. Et notamment, moi, avant, on me disait, oh, tu as une super idée. Il dit, ok, si tu penses que c'est une super idée, combien tu m'en prends? Et là, je le fais. Tu crois que ça suffit? Ça marche. Pas de facile. Mais ça dépend encore. Il y en a qui ne voudront pas aller dans cette démarche-là. Ce qu'il faut, c'est en trouver qui iront. D'accord. Il faut toujours trouver les gens qui sont prêts à s'engager dans la démarche qu'on entreprend. Super, j'espère que ça vous a convaincu. Philippe Gilberdan, mesdames, messieurs. Merci.